Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Chers étudiants, donc nous continuons avec le système à plusieurs degrés de liberté. Dans cette application 11, on va essayer de voir des vibrations librement amorties. L'objectif de cette application est de calculer les matrices masse rigidité d'un système à plusieurs degrés de liberté, calculer des valeurs et vecteurs propres ou bien des fréquences et modes propres de vibration. Mais ce qui nous intéresse dans cette application, c'est comment calculer une matrice d'amortissement à partir des matrices masse et rigidité. Ça, c'est plus ou moins l'objectif de cette application, c'est de déterminer la matrice d'amortissement à partir des matrices masse et rigidité. Donc, on se donne un exemple simple, donc un portique à deux niveaux. Le premier niveau, donc, avec une travée, pardon, le premier niveau, donc, avec deux travées, et le deuxième niveau avec une seule travée. Donc, c'est un portique dans le plan. Il faut faire attention, donc les déplacements sont indiqués. Au sommet, c'est U1 de T et en bas, c'est U2 de T. Donc ça, c'est très important. La numérotation de vos degrés de liberté ou bien de vos nœuds est très importante. Il faut la respecter pendant tout le processus de calcul. Ça, c'est très important. Donc là, on a 2 degrés de liberté, mais imaginez que vous avez 1000 degrés de liberté, donc la numérotation est très importante. Il faut la respecter tout le long du processus parce que toutes les masses et toutes, pardon, les matrices et les vecteurs sont définis à partir de cette numérotation. Donc, U1 de t au sommet et U2 de t ici, ce n'est pas la même chose que U1 de t ici et U2 de t ici. Bien que le résultat final seront les mêmes, mais les valeurs intermédiaires de matrices et de vecteurs sont inversées. Donc, il faut faire très attention. Vous en aurez besoin pour ceux qui font un peu de l'analyse numérique et de la méthode des éléments finis. Donc, vous allez voir que cette numérotation a un rôle important dans l'analyse numérique. Donc, c'est pour ça que vous n'êtes pas obligé de choisir une par rapport à l'autre, mais le choix définitif que ferez donc doit être respecté. Donc là, la masse, on la donne distribuée par rapport au mètre linéaire, donc 0,9 tonnes par mètre linéaire, 0,9 tonnes par mètre linéaire, 1,36 tonnes par mètre linéaire. Les inerties sont les mêmes de tous les poteaux, d'accord? Et on prend EI, donc est égal à 6,895 division 6 newton mètre carré. Donc les dimensions, les longueurs et les hauteurs sont données, on en aura besoin par la suite. Donc, déterminer les matrices masse et rigidité en passant par les équations de mouvement. Et puis, on essaie de déterminer la matrice d'amortissement en utilisant les valeurs propres du système. Si, pour chaque mode, le coefficient d'amortissement est 0,1. Là, on est vraiment dans le cas d'une structure donc, à 2 degrés de liberté. Donc, vous voyez que on doit prendre certaines hypothèses pour passer d'ici à ici, donc de cette structure-là à cette structure-là. Donc, on a supposé que la poutre est très rigide, que la masse est concentrée au niveau des planchers, donc au niveau du plancher, que les poteaux sont sans masse et ne se déforment pas verticalement ni rotationnellement. Le seul degré de liberté, c'est pour la déflexion des poteaux de façon dépendante entre les deux niveaux. Donc, si vous vous rappelez, on a dit qu'un nœud, qu'un élément poutre en général, dans le plan, il a 3 degrés de liberté, donc deux déplacements U et V, et une rotation, c'est pas θ x, c'est θ z, donc autour de l'axe vertical. La même chose pour le J, donc 3 degrés de liberté, ça c'est l'élément poutre dans le plan. Donc si je suis ici dans ces hypothèses-là, poutre très rigide, masse totalement concentrée, poteau sans masse et ne se déforme pas verticalement et non rotationnement, ce degré de liberté pose de flexion des poteaux, ça veut dire que le U, je les simplifie et le θ, je les simplifie. Ici, le U, je le simplifie et le θ, je le simplifie. Donc j'ai gardé que le V, donc le V, et ici le fait. Donc vous voyez que je suis passé de 3 degrés de liberté par nœud à un seul degré de liberté par nœud. Donc c'est pour ça que je peux faire cette approximation. Je passe d'un portique plan, ça c'est le portique plan si vous voulez, à ce qu'on appelle le modèle de console qui ne prend en considération que les déplacements verticaux, horizontaux par exemple, pardon, donc qui sont perpendiculaires à l'élément. Donc c'est le V et c'est le V. Donc, ça, c'est pour avoir une idée sur l'approximation qu'on utilise dans les degrés de liberté. Donc, par la suite,
pour calculer une matrice de rigidité, donc j'ai dit on a deux possibilités, soit on passe par les rigidités, soit on passe par les flexibilités et on inverse. Donc des fois, on peut même calculer une flexibilité et puis inverser pour calculer la matrice de rigidité. Donc, je rappelle que la fameuse équation d'équilibre, pour vous rappeler un petit peu ce que c'est une rigidité. Donc, j'ai dit que l'équation de la statique, F est égale à K fois θ, ou bien K fois X. Donc, je rappelle, si je veux calculer une rigidité, il suffit de poser un déplacement est égal à unité. Dans ce cas, la rigidité devient une force. Donc, qu'est-ce que c'est une rigidité? C'est une force en I due à un déplacement unitaire en J lorsque tous les autres déplacements sont. Donc, KIJ est une force en I due à un déplacement unitaire en J lorsque tous les autres déplacements sont nuls. Donc, si je veux calculer le premier vecteur, il suffit de faire passer, donc poser un déplacement est égal à unitaire et calculer les autres forces. Donc, les autres déplacements sont nuls, c'est-à-dire que je dois appuyer ce degré de liberté pour annuler son déplacement. Il ne me reste que ce déplacement-là, donc il est égal à 1. Et dans ce cas, donc, j'aurai K1, c'est la force en 1 due à un déplacement unitaire en 1, et K de 1, c'est la force en 2 due à un déplacement unitaire en 1. C'est ça la définition. Donc, par équilibre, puisque K1, c'est la listée du deuxième niveau, K2, c'est la listée du premier niveau, donc il me donne K11. Donc K11 est lié uniquement à ceci, donc c'est K1. Par contre, K21, elle est liée à ceci et est liée à ceci. Donc c'est K21, pardon, c'est moins K21. Ceci, c'est 0, donc il me reste le moins K21 ici. Donc vous voyez que ceci, c'est 0 parce que mon déplacement est nul, bien sûr. Donc là, j'aurai donc un K21 qui est l'action et la réaction de la barre. Une, c'est K1, une, c'est moins K1. Deuxième colonne que je veux calculer dans la matrice de Richter. Donc, je pose maintenant le déplacement unitaire dans mon degré de liberté 2 et je vais appuyer l'autre degré de liberté qui est 1, donc ici, 0, 1, 0 ici et 0 ici, mes deux déplacements. Donc, j'ai dit que c'est la force en 2 due à un déplacement unitaire en 2 lorsque tous les autres déplacements sont nuls. C'est la force en 1 due à un déplacement unitaire en 2 lorsque tous les autres déplacements sont nuls. Donc, vous voyez que maintenant, K de 1 est égal à ceci. Donc, c'est la rigidité multipliée par le déplacement unitaire qui me donne donc une force. Donc, ça devient K12, c'est moins K1. Et ici, donc, j'ai une rigidité ici, une rigidité ici que je multiplie par le déplacement unitaire. J'obtiens donc deux rigidités. C'est K2 multiplié par 1 plus K1 multiplié par 1. Donc, ça me donne K22 qui est donc la rigidité donc, de 2. Voilà, donc avec ça, donc je pense que on a essayé de passer par la rigidité, comme j'ai dit, c'est plus simple, surtout lorsqu'il s'agit de politiques de ce type. Vous pouvez passer par la flexibilité, mais ce n'est pas un problème. Maintenant, je ne vais pas m'amuser à redémontrer qu'est-ce que c'est la rigidité d'un élément encastré. D'accord? Vous pouvez le retrouver. Donc, c'est toujours 12 EI sur L au 3 ou H au cube. Ça, on le connaît maintenant. Quand j'ai un élément donc encastré, je prends donc 12 EI sur H3. D'accord? On peut le retrouver si vous voulez développer la matrice de rigidité de cet élément-là, qui est donc 6 par 6, vous allez trouver les termes 12 EI sur L3, donc facilement par rapport à cette matrice-là. Donc, avec ceci, bien sûr, je reviens à ma structure, d'accord, pour passer au modèle console. Vous voyez que j'ai ici un poteau plus un poteau. Ici, j'ai un poteau plus un poteau plus un poteau. Comme les poteaux sont en parallèle, les rigidités vont s'ajouter, bien sûr, les EI vont s'ajouter. Donc, ceci, ça va être 2, d'accord, et le deuxième, ça va être donc 3 EI. Là-dessus, il faut faire attention, les hauteurs ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'on utilise H1 et H2. Ça, c'est K1 et K2. D'accord. Maintenant, il suffit de remplacer ces valeurs-là. Donc, dans votre matrice de rigidité donc, que vous avez développée suivant les valeurs des déplacements unitaires, et on aura donc ici, donc, vous voyez, K1 moins K1 moins K1 et K1 plus K. Bien sûr, la matrice de rigidité est symétrique, il faut faire attention. Donc, si je remplace, j'aurai cette expression-là que j'essaie de la développer ici, et elle me donne donc une matrice de rigidité de ce type. Maintenant, la matrice masse, c'est quoi? La matrice masse, on utilise le principe de la concentration de la masse.
D'accord? Je sais que j'ai une masse distribuée sur une longueur. La longueur, c'est 6 mètres. Donc, la première masse, c'est 1,36 fois 6 mètres. Donc, je reviens à mon exemple. Donc, c'est 1,36 multiplié par ces 6 mètres parce que c'est des tonnes par mètre linéaire. Et la deuxième, donc, c'est 0,9. Et 0,9 multiplié par 6 multiplié par 6 deux fois. Donc, j'aurai 1,36 fois 6 et la deuxième 0,9 fois 6 plus 6. Donc, j'aurai une matrice masse diagonale de ce type. Avec la matrice rigidité et la matrice masse, maintenant, je peux calculer mes valeurs et vecteurs propres ou bien mes fréquences et modes propres de vibration. Donc, j'ai dit que pour calculer ceci, il faut que le système soit non amorti libre. Et la solution de ce système, donc, elle est du type E cosinus oméga t moins un déphasage ou bien plus un déphasage. Si je l'introduis, j'obtiens ce type d'équation à résoudre. Donc, comme j'ai oméga au carré et phi qui sont inconnus que je cherche, phi étant différent de zéro, donc la seule solution, c'est que le déterminant soit égal à ça. Donc, ça, c'est connu maintenant. Il ne faut pas qu'on tarde sur ça. Donc, si je pose oméga au carré est égal à lambda, d'accord? J'aurai ce déterminant à calculer, d'accord? En introduisant K et la masse. Donc, vous voyez, ça c'est K, ça c'est la masse. Donc, ça c'est la masse. Et les autres, c'est des K. Donc, si je développe ce déterminant, ça sera celui-là multiplié par celui-là, moins celui-là multiplié par celui-là. Donc, j'aurai une équation de type P de lambda en lambda carré. Donc, j'essaie de résoudre. Bien sûr, je trouverai deux solutions de lambda. La première, c'est 234,75 et la deuxième, c'est 1576,40. Je vous ai dit qu'il faut arranger les lambdas suivant la plus petite jusqu'à la plus grande. Donc, avec oméga qui est racine de lambda, donc on obtient oméga qui est égal à 15,32 et oméga 2 c'est 39,70. Ce sont les pulsations propres de vibration donc, qui nous intéressent dans notre problème. Donc maintenant, avec ces pulsations propres, je peux calculer mes modes propres oméga avec chaque valeur de lambda. Donc, je vais remplacer ici et tirer donc le phi correspondant. D'accord? Pour chaque valeur de oméga. Donc, si je prends la première valeur 1532, il suffit que je reviens à mon système. Donc, ça, c'est pour le système, c'est k moins oméga carré 1 ou bien k moins lambda 1 que je multiplie par mon premier vecteur propre, donc phi 1, phi 2. D'accord? Donc, si je remplace maintenant lambda 1 par sa valeur, 234,75 et ici 234,75, ça me donne ce système à résoudre. D'accord? J'ai dit que ce système-là, donc, normalement, c'est deux équations, mais si vous allez regarder de façon très précise, vous allez trouver que ces deux équations sont les mêmes. Si vous multipliez la première par moins 1,45, 47, 38, vous allez retrouver la deuxième, tout simplement. Et là, donc, j'ai dit que finalement, j'ai une seule équation, mais j'ai deux inconnus, phi 1 et phi 2. Donc là, on s'est dit que pour résoudre ceci, on va poser phi 1 est égal à 1 et je vais calculer phi de 1 à partir de la première ou de la deuxième, si vous voulez. Donc, si je prends la première, phi de 1, c'est égal avec phi 1 qui est égal à 1 maintenant, d'accord? J'aurai 4,21, 24, 4 sur 6,28, j'aurai 0,687 pour phi 1. De la même manière, je peux le faire pour la deuxième pulsation propre, donc 39,70. Il suffit de remplacer la valeur de lambda 2 dans cette expression-là, donc K moins lambda m phi fois est égal à 0. Donc, si je remplace, j'obtiens ce système-là. La même chose, donc, si vous regardez de façon très précise, vous allez trouver que ces deux équations sont dépendantes. Il suffit de multiplier la première par 1, 0,9947 pour retrouver la deuxième. Et là, vous voyez que la même chose, j'ai une seule équation, mais j'ai deux inconnus. D'accord? Là, il faut faire attention. Il faut que le maximum, la valeur maximale soit égale à 1 et l'autre soit inférieur à 1. Ce n'est pas une règle, mais en général, on préfère toujours garder la valeur 1 comme valeur maximale. C'est pour cela que maintenant, c'est phi de 2 qui est égal à 1 et phi 1, 2. Donc, à partir de la première, par exemple, ça sera 6, moins 6,128 sur 6,11355, c'est moins 0,93. Et donc, j'obtiens le deuxième vecteur propre. Avec ces deux vecteurs propres, donc, je peux représenter maintenant mes deux modes. Ça, c'est le mode 1, d'accord? Et ça, c'est le mode 2. D'accord? Donc, vous voyez que le mode 1, c'est 0,687,1. Donc, je répète, ça, c'est le
deuxième nœud, ça c'est le premier nœud, c'est-à-dire le deuxième degré de liberté et le premier degré de liberté. Donc vous voyez que j'ai une flexion quand même importante. Le deuxième mode, donc quand même, il coupe votre console, donc ici, donc si vous voulez. D'accord, pour le deuxième mode. Là, donc, vous aurez une idée sur les modes de vibration. Je rappelle toujours que les modes de vibration ne sont pas les déplacements de votre structure. Les déplacements de votre structure, c'est la combinaison de ces modes un et 2. Donc, on obtient la matrice spectrale et la matrice modale. Donc, ça, c'est pour les fréquences et modes propres de vibration. Maintenant, si on va vers la deuxième question, on cherche la matrice d'amortissement à partir de la matrice masse et de la matrice rigidité. Je vous ai dit au cours que l'amortissement reste une inconnue très importante dans la dynamique des structures. Elle reste jusqu'à ce jour donc tout à fait vague. Généralement, l'amortissement est évalué empiriquement. Donc, sous cette forme-là, donc C est égal à grand M, la somme des AI, 1 moins 1, K à la puissance. Où A est un multiplicateur scalaire et Q est un nombre arbitraire de telle sorte que Q soit inférieur au nombre de degrés de liberté. Les AI sont calculés généralement à partir des modes propres, des modes, pardon, sur cette condition-là, phi 1 est égal à 1 sur 2 oméga 1, la somme de AI oméga 1 à la puissance de 6. Maintenant, le plus souvent, on utilise un Q est égal à 1, c'est-à-dire un modèle qu'on appelle le modèle de Rayleigh. Et dans ce cas, si vous remplacez dans votre expression de C, vous allez trouver que C va être égal à A0M plus A1 grand. Ça, c'est le modèle Rayleigh. En général, c'est le modèle le plus utilisé actuellement. Même les grands logiciels donc, de calcul des éléments finis utilisent ce modèle-là pour déterminer la matrice amortissement pardon, à partir de la matrice masse et la matrice de Gibbs. C'est un bon modèle qui est très utilisé pour le calcul numérique. Avec A0 et A1 qui sont connus, donc avec deux valeurs, je peux déterminer si A0 et A1 si je connais deux valeurs de xi. Donc si j'ai deux valeurs, si 1 oméga correspond à oméga 1 et si 2 correspond à oméga 2, je peux calculer, donc je peux remplacer dans ceci xi1 et xi2, d'accord? Et je peux tirer donc les valeurs de A0 et A1 qui m'intéressent. Une fois que j'ai A0 et A1, donc je remplace ici, d'accord? Et j'aurai donc ma matrice d'amortissement connaissant grand M et grand K. La matrice d'amortissement, elle a les mêmes propriétés que la matrice rigidité. Donc, si je reviens à mon exemple, j'ai la matrice K, j'ai la matrice masse, d'accord? Je peux calculer A0 connaissant oméga 1 qui est égal à 15,32, oméga 2 qui est égal à 39,7, connaissant xi2 et xi1 par hypothèse qui est égal à 0,1 et 0,2, et 0,1 pardon, partout, dans tous les modes, je peux calculer A0 et A1. Donc, un simple calcul vous donne A0 c'est 2,21 et A1 0,203637. Il suffit de les remplacer donc ici, dans la matrice K et la matrice de JT, et on obtient donc la matrice C qui est égale à cette expression. Alors, attention, donc la même chose, la matrice C est une matrice symétrique par rapport au diagramme. Voilà, donc je rappelle que les pulsations propres qu'on a calculées peuvent être utiles pour calculer une matrice d'amortissement. Ça, c'est très important. C'est le modèle de Rayleigh. Donc, une fois que j'ai la matrice masse et la matrice K, d'accord, je peux calculer une matrice d'amortissement, mais connaissant donc au moins deux valeurs de xi. Voilà, donc je vous remercie. Là, on peut toujours vérifier, on a dit les propriétés de certains modes. Donc, on a dit que les modes sont M orthogonaux ou bien K orthogonaux. Là, vous pouvez toujours vérifier avec nos deux modes que le produit est égal à 0, d'accord, que ce soit par rapport à K, pardon, ou bien par rapport à M, ou bien par rapport à K, pardon. Donc, il est toujours égal à 0. Donc, les modes sont M orthogonaux ou bien K orthogonaux. La même chose, donc, vous pouvez normaliser vos modes propres, vecteurs propres, donc, si vous voulez. Et ça, je vous laisse ça comme exercice à faire si vous voulez. Voilà, donc, je vous remercie. Ceci termine notre 11e application. Je verrai donc dans la prochaine application. Merci.